Elena n'était pas au courant de sa fortune de 20 milliards de dollars. Daniel signa les papiers du divorce avec un sourire narquois, convaincu que son ex-femme brillante, Elena, n'était plus qu'une pauvre ratée après l'effondrement de son entreprise. Il quitta leur petit appartement pour épouser la meilleure amie d'Elena. La femme qui avait autrefois porté un toast au succès d'Elena, mais qui maintenant célébrait sa chute. Mais ce que Daniel ignorait, c'est que l'entreprise qu'il croyait échouer n'avait fait que passer dans la clandestinité. Renaissant sous le nom secret d'Elena, elle s'était développée en un empire caché valant 20 milliards de dollars. Maintenant, alors que son nouveau mariage commence à pourrir sous le poids de l'avidité et de la culpabilité, Elena réapparaît, plus riche, plus froide et étrangement calme. Mais comment la femme qui l'avait laissée sans rien est-elle devenue la propriétaire invisible d'un empire de 20 milliards? Pourquoi son ancienne meilleure amie tremble-t-elle chaque fois que le nom d'Elena apparaît dans les nouvelles? Et que se passera-t-il quand Daniel apprendra que la pauvre épouse qu'il a trahie détient maintenant le pouvoir de faire s'effondrer leur monde pour toujours? Les talons d'Elena claquèrent faiblement contre le trottoir fissuré alors qu'elle poussait la porte de sa petite boutique, l'enseigne au-dessus d'elle clignotant dans le vent. Lenaes Lassen Trades. Ce nom la rendait autrefois fière. Maintenant, il ne faisait qu'écho à son épuisement. Les lumières à l'intérieur bourdonnaient faiblement, illuminant des portants de robes invendues et des mannequins saupoudrés de poussière, dressés comme des témoins de sa chute. Elle avait passé 12 heures ce jour-là à courir après des fournisseurs, à supplier des investisseurs et à négocier avec des recouvreurs de dettes qui avaient autrefois supplié pour stocker ses créations. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle posait son sac sur le comptoir. « Nous allons nous en sortir ce mois-ci », murmura-t-elle pour elle-même, comme si le dire à voix haute pouvait infléchir le destin. De l'arrière-boutique, Anna émergea, son visage doux de préoccupation. Ou du moins en avait-il l'air. « Tu rentres tard », dit-elle en pliant soigneusement un tissu. Elle était jeune, d'une beauté frappante, et dégageait une chaleur qui désarmait la plupart des gens. Elena l'avait recueillie un an plus tôt, fraîchement sortie de l'école après la mort de ses parents. Pour Elena, elle était comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Mais derrière les yeux sympathiques d'Anna scintillait quelque chose, une émotion trop brève pour être nommée, trop profonde pour inspirer confiance. La voix de Daniel brisa le fragile silence. Enfin décidé à rentrer à la maison. Il se tenait à la porte, les manches retroussées, appuyé contre le cadre avec ce sourire narquois familier qui l'avait autrefois charmé et qui maintenant ne faisait que l'épuiser. Sa cravate pendait lâchement, et son eau de Cologne sentait faiblement le whisky. « J'ai dû rencontrer le fournisseur à la gosse », répondit Elena doucement. « Il nous coupe les vivres à moins qu'on paie l'arriéré. J'ai juste besoin de quelques semaines de plus pour échouer encore, » coupa Daniel, son ton tranchant. « Tu as dit ça le mois dernier et celui d'avant. Peut-être qu'il est temps d'admettre que cette boutique est une cause perdue. Tu perds ton temps, Elena. » Les mots frappèrent plus fort qu'elle ne le laissait paraître. Elle se détourna, cachant la lueur humide dans ses yeux. « Cette entreprise est tout ce qui nous reste, Daniel. »« Non, » dit-il amèrement. « C'est tout ce qui te reste. J'ai encore mon boulot. J'en ai marre de porter tes rêves morts. » Anna se tortilla mal à l'aise, son regard passant d'un à l'autre. « Monsieur, elle essaie vraiment. »« Reste en dehors de ça, » aboya Daniel, sa voix claquant dans l'air. Anna baissa la tête, ses lèvres se retroussant faiblement en une ombre indéchiffrable. Le cœur d'Elena se serra alors qu'elle le regardait, l'homme qu'elle avait aimé, défendu, et avec qui elle avait tout construit. Il n'avait pas toujours été comme ça. Il y avait eu un temps où il se faufilait dans son atelier avec du café et embrassait l'encre sur ses doigts pendant qu'elle esquissait de nouvelles créations. Un temps où il croyait en elle aussi farouchement qu'elle croyait en lui. Mais l'échec avait une façon de tordre l'amour en quelque chose de fragile et cruel. « Je fais ça pour nous, » murmura-t-elle. Daniel ricana. « Pour nous? Tu crois que ton orgueil têtu aide qui que ce soit? Tu as transformé ce mariage en un projet de pitié. Regarde-toi, rentrant à minuit dans une boutique vide que personne ne visite plus. Tu ne sauves rien. Tu refuses juste d'accepter la réalité. » Elena avala la boule dans sa gorge, sa voix à peine un souffle. « Peut-être que je crois encore en ce que nous avons commencé. » Il rit froidement. « Les croyances ne paient pas les factures. » Il s'approcha, baissant le ton. « J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, Elena. Elle a une vraie ambition, de vraies perspectives,
pas ce bateau qui coule. Les mots s'enfoncèrent profondément, gravant dans sa poitrine. Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. La main d'Anna se figea au milieu du pliage. Daniel. La voix d'Elena trembla. Qu'est-ce que tu dis? Il la frôla, attrapant son manteau. Je dis que peut-être qu'il est temps que je pense à mon avenir. La porte claqua, faisant trembler la vitre, laissant un silence assez lourd pour étouffer. Elena resta immobile, fixant la robe de mariée à moitié cousue sur le mannequin. Elle y travaillait depuis des semaines. Une commande personnalisée pour une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. L'ironie coupait profondément. Anna hésita avant de s'avancer. Il ne le pensait pas, dit-elle doucement. Il est juste fatigué. Elena hocha lentement la tête, bien qu'elle n'y croie pas. Nous sommes tous fatigués, murmura-t-elle alors qu'Anna s'approchait pour la réconforter. Ses yeux se posèrent sur la porte fermée, ses lèvres tressaillant avec une expression qui disparut avant qu'Elena ne puisse la voir. Dehors, le moteur de la voiture de Daniel rugit à la vie. À l'intérieur, Elena pressa sa paume contre le corsage en dentelle du mannequin, murmurant « Tiens bon encore un peu ». Aucune d'elles ne savait que la fille debout silencieusement à ses côtés, celle en qui elle avait le plus confiance, tenait déjà un secret qui réduirait bientôt tout en cendres. Le soleil du matin se leva rouge, comme si le ciel lui-même saignait sur la ville. La boutique d'Elena avait disparu. Les rideaux en dentelle délicate, les mannequins polis, le rêve qu'elle avait cousu fil par fil, tout était noir et en ruine maintenant. La fumée s'élevait en spirale comme un murmure cruel vers les cieux, et l'odeur du tissu brûlé collait à l'air comme le chagrin lui-même. Elena se tenait figée au bord de la foule, son visage pâle, les yeux écarquillés, serrant le devant de sa chemise de nuit tachée de suie. Elle était arrivée pieds nus, courant dans l'aube après le coup frénétique d'un voisin. Les mots résonnaient encore dans sa tête. « Elena, ta boutique, elle est en feu. » Les flammes sifflaient encore de la porte carbonisée. Les pompiers criaient, leurs bottes craquant sur le verre brisé. Mais il était déjà trop tard. Tout ce qu'elle possédait, chaque esquisse, chaque registre, chaque robe partie. Daniel se fraya un chemin à travers les voisins rassemblés, son visage figé comme de la pierre. Incroyable, marmonna-t-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Je lui avais dit que ça arriverait. Je lui avais dit de fermer cet endroit maudit avant qu'il ne nous entraîne complètement au fond. Son ton n'était pas du chagrin. C'était de l'accusation. Elena se tourna vers lui lentement, ses yeux emplis d'incrédulité. « Daniel, c'était un accident. » « Un accident ?» Il rit durement. « Ou une autre de tes erreurs imprudentes. Tu as laissé le fer allumer encore, n'est-ce pas? Combien de fois t'ai-je prévenu? » Je ne l'ai pas fait, mais sa voix fut noyée par les murmures. Les voisins s'étaient rapprochés, chuchotant, échangeant des regards. Quelques-uns secouèrent la tête. La pitié se mélangeait au commérage. C'était un son plus tranchant que n'importe quel feu. Derrière eux, Anna se tenait au fond de la foule, son visage calme, presque trop calme. Ses cheveux accrochaient la lumière du matin comme de l'or. Et quand le regard de Daniel effleura le sien, quelque chose scintilla entre eux. Rapide, subtil, dangereux. Elena le saisit à peine, et pendant une seconde fugitive, la confusion enflamma sa douleur. Puis la voiture noire du directeur de la banque s'arrêta, et tout en elle se brisa à nouveau. « Madame Daniels », aboya le directeur en sortant, agitant des papiers. « J'ai appelé votre numéro toute la matinée. Votre prêt pour la boutique est en défaut, et maintenant ça, ce feu. Comprenez-vous la gravité de cette situation ?» Elena le fixa, tremblante. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin de temps pour... » « Plus de temps, » coupa-t-il, gesticulant vers les cendres. « Nous vous avons accordé une grâce pendant des mois. Mais maintenant, c'est de la fraude ou de l'incompétence. Dans tous les cas, la banque récupérera sa perte. Vous entendrez parler de notre département juridique dans la semaine. » Ses genoux faillirent flancher, mais elle se força à rester debout. Daniel ne la défendit pas. Il ne dit pas un mot. Au lieu de cela, sa belle-mère s'avança de la foule, enveloppée dans son épais châle, le visage tendu de mépris. « Tu as apporté la honte à cette famille, Elena, » siffla-t-elle. « Tu n'as jamais été assez bien pour mon fils. Je l'ai prévenu qu'une femme obsédée par l'ambition le ruinerait. »« Mère, s'il vous plaît, » commença Elena.
Mais la femme plus âgée la coupa d'un geste de la main. Tu as brûlé notre nom, notre paix, et nos économies. J'ai élevé mon fils mieux que pour finir avec une femme qui ne peut même pas protéger son propre toit. Un murmure d'approbation roula à travers les badauds. La gorge d'Helena se serra alors que les larmes brouillaient sa vision. Elle regarda vers Daniel, son dernier espoir de miséricorde, mais il détourna le regard, la mâchoire serrée, feignant de se soucier de la fumée plutôt que d'elle. À cet instant, elle réalisa que quelque chose en lui l'avait déjà quitté. Anna s'avança, posant une main doucement sur le bras de Daniel. « Peut-être devrions-nous la ramener à la maison, » dit-elle doucement, sa voix tremblant d'une sympathie répétée. Elle en a assez enduré. Helena cligna des yeux devant le geste, confuse, mais reconnaissante. « Merci, Anna, » murmura-t-elle. Mais la réponse de Daniel rendit sa poitrine vide. « Tu as raison, Anna, » dit-il calmement, ses yeux ne rencontrant pas ceux de sa femme. « Rentrons là à la maison. » La façon dont il prononça son nom, pas Madame Daniels, pas Anna de la boutique, mais Anna avec chaleur, avec familiarité, suffit à envoyer une fente invisible dans l'air. Helena l'entendit comme un tonnerre dans ses os. Alors que Daniel la guidait au loin, elle se tourna une dernière fois vers les ruines. Un lambeau de tissu flottait dans l'air, carbonisé, mais encore reconnaissable. L'ourlet de la robe de mariée à moitié cousue qu'elle avait confectionnée. Le feu l'avait tordue en quelque chose de grotesque. La dentelle noircie comme des voiles de deuil, et juste au-delà de la fumée, à moitié cachée, elle vit Anna l'observer, le visage vide et immobile. Seuls ses yeux trahissaient la vérité, froids, concentrés et totalement détachés. Plus tard ce soir-là, Helena s'assit au bord de leur lit en silence pendant que Daniel arpentait la chambre. « Nous sommes finis, » dit-il, levant les mains. « Tu as tout détruit. Comprends-tu même ce que tu nous as fait ?» Helena le regarda à travers des yeux gonflés. « Je n'ai pas causé le feu, Daniel. J'ai tout verrouillé avant de partir. Demande à Anna. Elle était la dernière là-bas. » Il s'arrêta de marcher. « Anna ? Elle a dit qu'elle était restée pour vérifier l'inventaire avant de rentrer. Peut-être a-t-elle vu quelque chose. Ne t'avise pas de l'accuser. » Daniel claqua, la coupant si vite que cela fit taire la pièce. Son ton était différent. Défensif. Protecteur. Helena se figea, son cœur sombrant. « Je ne l'accusais pas, » murmura-t-elle. « Je pensais juste. » « Assez, Helena. Tu en as assez pensé. » Il attrapa sa veste et partit à nouveau. La porte se ferma derrière lui, et la maison devint silencieuse, sauf pour le tic-tac de l'horloge. Helena pressa sa main contre sa poitrine. Sentant son pouls trembler sous sa peau. Pour la première fois depuis le feu, elle réalisa qu'elle ne pleurait plus la boutique. Elle pleurait l'homme qui avait autrefois tenu à ses côtés ses rêves et qui maintenant tenait à côté de quelqu'un d'autre. Dehors, invisible à travers le fin rideau, Anna se tenait près du lampadaire, son téléphone brillant faiblement dans sa paume alors qu'elle textait quelqu'un. Un message qui changerait tout. « Anna, il arrive. » Elle craque. L'écran s'assombrit, ne laissant que la nuit et le faible son des sanglots d'une femme résonnant à travers la fenêtre. La maison était devenue plus silencieuse au fil des semaines, mais ce n'était pas la paix. C'était l'absence. Le rire de Daniel ne remplissait plus les couloirs. Ses chaussures ne se tenaient plus près de la porte. Il rentrait encore certaines nuits, bien qu'Helena ne demande plus où il avait été. Elle pouvait sentir la vérité dans son eau de Cologne, un parfum inconnu avec des notes de miel et de tromperie. Elle passait ses matinées assise près de la fenêtre, esquissant des motifs sur du vieux papier, feignant de concevoir à nouveau. Les cendres de la boutique étaient parties, mais dans son cœur, sa ruine fumait encore. Certaines nuits, quand Daniel rentrait en titubant après minuit, elle tendait la main vers lui doucement, sa voix à peine un murmure. « Nous pouvons recommencer, Daniel. Je pourrais reconstruire. J'ai juste besoin d'une chance. » Il grognait, ne rencontrant même pas ses yeux. « Recommencer quoi, Helena ? Tu as eu ta chance. Tu l'as brûlée. » Mais elle ne se battait jamais. Il y avait quelque chose de tragique dans la façon dont elle l'aimait, comme une flamme mourante refusant d'admettre l'obscurité. Un soir, elle prépara son dîner préféré. Du poisson rôti aux herbes, de la purée de pommes de terre avec un filet de citron. Comme il l'aimait quand les choses étaient plus simples, avant que tout ne tourne au vinaigre.
Elle dressa la table soigneusement, ajouta une seule bougie, et attendit. La nourriture refroidit. Minuit vint et passa. Toujours pas de Daniel. Elle souffla enfin la bougie, lava les assiettes intactes, et alla se coucher. De l'autre côté de la ville, dans un appartement sombre, Daniel était assis avec Anna, leur rire bas et étouffé. Elle lui versa du vin, effleurant ses doigts contre les siens en lui tendant le verre. « Tu ne devrais pas être si tendu, murmura-t-elle. Tu mérites mieux que quelqu'un qui te tire vers le bas. Daniel sourit narquoisement, laissant ses mots s'infiltrer comme du miel. Tu crois? Je le sais, murmura Anna. Tu as travaillé dur toute ta vie. Tu as besoin de quelqu'un qui croit en toi. Sa voix était douce, stable, entraînée à la sympathie. Elle posa sa main sur la sienne, ses yeux doux, mais délibérés. Tu étais juste marié au mauvais rêve, Daniel. Il ne résista pas quand elle se pencha. Le baiser qui suivit fut lent, prudent, mais empli du soulagement d'un homme désespéré de se sentir admiré à nouveau. Quand le matin vint, la culpabilité ne vint pas. Il la regarda dormir à ses côtés, les cheveux étalés sur l'oreiller, et se convainquit qu'il n'avait rien fait de mal. Helena l'avait déçu en premier. Pendant ce temps, Helena se réveilla devant un côté du lit vide et l'odeur faible d'une autre femme accrochée à l'oreiller. Elle le fixa longtemps, ses yeux secs, son corps engourdi. Elle ne pleurait plus. Les larmes semblaient un luxe pour ceux qui avaient encore de l'espoir. Plus tard cette semaine-là, la tante de Daniel, à la langue acérée et avide de commérage, vint sous le prétexte de la préoccupation. Elle s'assit sur le canapé, ses bijoux tintant alors qu'elle ajustait son écharpe. « Helena, ma chère, commença-t-elle. J'ai entendu des murmures. Les gens parlent. Ils disent que Daniel a trouvé du réconfort avec quelqu'un de nouveau. » La main d'Helena trembla légèrement alors qu'elle versait le thé. Les gens disent beaucoup de choses, tante Regina. La femme plus âgée sourit finement. Ils le font, mais parfois ils ont raison. Elle se pencha plus près. Il a été vu avec cette fille. Comment s'appelle-t-elle? Celle de ta boutique. Anna. La tasse à thé glissa de la main d'Helena, se brisant sur le sol. Regina ne tressaillit pas. Tu ne savais pas? Dit-elle doucement, presque en savourant la révélation. Oh, pauvre petite. Je pensais que tu le savais. Eh bien, tu mérites de savoir, je suppose. Mieux vaut affronter la vérité que vivre dans l'illusion. Helena s'agenouilla lentement, ramassant les éclats. Son reflet vacillait dans le thé renversé. Une femme fanée, brisée, perdue. Elle voulait crier, le nier, mais au fond d'elle, elle savait déjà. La façon dont Daniel défendait Anna, la façon dont sa voix s'adoucissait quand il disait son nom, tout était là, attendant qu'elle l'admette. Ce soir-là, quand Daniel rentra à la maison, elle s'assit près de la fenêtre, attendant. Il sentait le parfum à nouveau. « Daniel, » dit-elle calmement. Il se figea, mal à l'aise. « Quoi maintenant ?»« Je sais, » dit-elle. Juste 2 mots. Simple, définitif. Ses épaules se tendirent. « C'est quoi à propos de toi et Anna ?» Pendant un moment, le silence emplit l'air. Puis il rit, court, froid, dédaigneux. « Tu ne sais rien, Helena. » Elle se leva, sa voix tremblante, mais stable. « Je sais assez. » Il se tourna vivement, son visage s'assombrissant. « Ne commence pas ça. Ne tords pas les choses pour te faire passer pour la victime. Tu m'as repoussé avec tes échecs, ton orgueil. Tu n'as même pas pu garder une simple entreprise en vie. Et maintenant tu veux me blâmer pour avoir besoin de quelqu'un qui croit en moi. » Ses yeux brillèrent, mais elle tint bon. « Tu as promis, Daniel, à travers les tempêtes, à travers la perte. » Il s'approcha, sa colère brûlant au-delà de la raison. « Les tempêtes c'est une chose, mais se noyer dans ta pitié en est une autre. Tu m'as rendu misérable, Helena. » Et puis avant qu'il ne s'en rende compte, sa main la frappa. Le son claqua dans le silence comme du verre se brisant. Elle ne cria pas. Elle ne bougea pas. Elle le regarda juste, sa joue rouge, sa voix petite. « Tu m'aimais autrefois. » La poitrine de Daniel se souleva. Pendant un bref instant, il parut horrifié. Puis coupable, puis en colère à nouveau, comme si sa douleur l'accusait plus fort que les mots. Il attrapa son manteau et partit, claquant la porte.
L'écho persista longtemps après son départ. Elena s'assit sur le sol, pressant sa paume contre sa joue brûlante. Longtemps, elle ne dit rien. Puis elle murmura, « Il est parti ». Elle pensa à leurs vœux, leurs rêves partagés, et la fille qu'elle avait autrefois appelée famille. Elle leur avait donné à tous les deux sa confiance, sa gentillesse, son monde, et ils l'avaient pris, mis en flamme, et laissé dans les cendres. Mais ce que personne ne savait, ce qu'Elena elle-même ne comprenait pas encore, c'est que sous son désespoir, quelque chose de petit avait commencé à remuer. Une graine, silencieuse, patiente, attendant son heure pour fleurir. Dehors, le vent portait un rire de la distance. Celui de Daniel et Anna, faible mais cruel. Il balaya la fenêtre, effleurant les cheveux d'Elena comme un murmure de moquerie. Elle leva les yeux vers le ciel, ses yeux creux, mais scintillant faiblement de quelque chose de nouveau. Un jour, murmura-t-elle, la voix tremblante, mais certaine. Vous verrez ce que vous avez brisé. Et dans ce murmure fragile, le destin bascula, invisible, inarrêtable, et déjà en mouvement. Le palais de justice sentait la poussière et le bois poli, le genre d'endroit où la justice était censée résider, bien qu'aujourd'hui il ressemblait plus à un théâtre construit pour la cruauté. Elena s'assit calmement sur le long banc en bois, ses mains serrées étroitement sur ses genoux, la peau de ses doigts pâles étendue. De l'autre côté de l'allée, Daniel s'appuyait sur sa chaise, ajustant sa cravate, ressemblant non pas à un homme mettant fin à un mariage, mais à un homme assistant à une affaire. Anna était assise à ses côtés. Sa robe était simple, bleu pâle, douce contre sa peau, ses cheveux tirés en un chignon net. Elle ne regarda pas Elena, pas une fois. Le murmure des voix emplissait la salle. Voisins, parents éloignés, curieux de la ville, tous attirés par le spectacle. La designer autrefois célébrée, Elena Daniels, dont la boutique avait été la fierté du quartier, se tenait maintenant en procès non pour un crime mais pour un échec. Et Daniel, le mari charmant qui avait autrefois loué son ambition, se préparait maintenant à l'enterrer publiquement. Le juge s'éclaircit la gorge. Monsieur Daniels, votre pétition indique que vous demandez la dissolution du mariage pour motif d'irresponsabilité financière et de négligence émotionnelle. Est-ce correct? Oui, votre honneur, dit Daniel avec fluidité. Ma femme a changé. Elle a perdu de vue ce qui compte. Notre maison, notre stabilité. Son obsession pour cette boutique a vidé tout ce pour quoi j'ai travaillé. Et quand elle a brûlé, elle nous a brûlés avec. Les yeux d'Elena se levèrent, l'incrédulité ombrageant son visage. Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle. Daniel continua, voix stable, répétée. Elle était imprudente, votre honneur. Elle a pris des prêts sans me le dire. Fait des promesses qu'elle ne pouvait pas tenir. J'ai essayé d'aider, mais elle refusait d'écouter. Je ne peux pas construire une vie sur des cendres. Quelques personnes hochèrent la tête des bancs. Le juge griffonna quelque chose sur son bloc. Souhaitez-vous répondre, Madame Daniels? Elena se leva lentement, ses genoux tremblants. Votre honneur, commença-t-elle doucement. J'ai peut-être échoué en affaires, mais je n'ai jamais échoué envers mon mari. Je l'aimais, je l'ai soutenu à travers tout. Je n'ai rien caché. Je croyais juste que nous pouvions nous relever. Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. Je n'ai pas abandonné, même quand tous les autres l'ont fait. L'avocat de Daniel interrompit, feignant la sympathie. Votre honneur, mon client respecte la passion de sa femme, mais il s'agit de réalité, pas d'émotion. Le mariage n'est plus viable. Le juge hocha la tête sèchement. Très bien. Elena s'assit à nouveau, ses yeux fixés sur la table. Le stylo dans sa main trembla alors qu'elle signait les papiers qui mettaient fin à 10 ans de sa vie. Daniel n'hésita pas. Sa signature était propre. Rapide, définitive. Puis, comme s'il ne pouvait résister à tourner le couteau, il se tourna vers la foule et s'éclaircit la gorge. Il y a autre chose, dit-il. Quelque chose qui devrait être clair pour tout le monde avant que les rumeurs ne le déforment. Il prit la main d'Anna. Elena cligna des yeux, confuse. Daniel, qu'est-ce que tu fais? Il sourit, froid, confiant, cruel. Je ne vivrai plus dans le mensonge. Anna a été mon amie à travers tout. Elle m'a soutenue quand personne d'autre ne l'a fait. Elle comprend ce que signifie vraiment un partenariat. Un murmure ondula à travers la salle d'audience,
tranchant et électrique. Anna baissa les yeux, feignant la modestie, mais ses doigts s'entrelacèrent avec les siens. Le symbolisme n'échappa à personne. Elena se figea. Pendant une seconde, elle ne pouvait plus respirer. L'air autour d'elle semblait s'amincir, les sons des murmures distants et déformés. Tous les yeux se tournèrent vers elle. L'épouse trahie, la femme humiliée, l'échec. Daniel continua, sa voix stable comme s'il récitait des lignes d'un script. Nous prévoyons de construire un avenir ensemble, quelque chose d'honnête, stable, construit sur le respect. Les mots la frappèrent comme des pierres. Honnête, stable, respect. Chacun était une moquerie de tout ce qu'il avait détruit. Quelqu'un au fond ricana. Un autre murmura, pauvre chose. Elena essaya de parler, mais sa gorge se serra. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, pourtant aucun son n'en sortit. Seules des larmes, silencieuses et lentes, glissèrent sur ses joues. Sa belle-mère, assise fièrement près du devant, sourit faiblement et murmura. Enfin, mon fils est libre de son chaos. Le juge appela au silence, mais la salle était vivante de jugement, bourdonnant comme des mouches sur une plaie. Daniel prit le bras d'Anna et la mena vers la porte, passant la foule murmurante. Elena resta immobile, son cœur se brisant en 1000 morceaux invisibles. Quand ils atteignirent la porte, Anna s'arrêta. Elle se tourna brièvement vers Elena, ses yeux froids, indéchiffrables, victorieux. Aucun mot n'était nécessaire. Le regard seul était un poignard. Elena détourna les yeux. Dehors, les caméras flashèrent. Les reporters de la petite ville, avides de commérages, capturèrent l'image qui remplirait les journaux de demain. Daniel et Anna, main dans la main, souriant sous le soleil. Tandis qu'Elena restait dans l'ombre de la salle d'audience. Quand tout le monde fut parti, Elena resta derrière, fixant les chaises vides. Le silence pesait lourdement contre sa poitrine. Le greffier hésita à la porte. « Madame, dit-il doucement, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. » Elle ne bougea pas. « Chez moi ?» Le mot sonnait étranger maintenant. Chez elle avait été le rire de Daniel, sa voix le matin, ses bras autour d'elle après de longues journées à la boutique. Mais maintenant, même ses souvenirs semblaient brûlés, réduits en cendres. Au moment où elle sortit, le soleil avait déjà commencé à se coucher. Les rues étaient vivantes de murmures. 2 adolescentes de l'autre côté de la route gloussèrent en la passant. L'une murmurant assez fort pour être entendue. C'est elle, celle dont le mari l'a quittée pour son ami. Elena continua à marcher, son visage impassible, ses pas instables. Quand elle atteignit le coin de sa rue, elle vit à nouveau les ruines noircies de la boutique, clôturées et oubliées. Les cendres étaient froides depuis longtemps, mais la douleur ne l'était pas. Elle s'arrêta là, regardant le naufrage jusqu'à ce que l'obscurité l'engloutisse complètement. À cet instant, quelque chose en elle, quelque chose de fragile et définitif, se brisa. Mais en se brisant, il fit place à autre chose. Pas encore la colère, pas la vengeance, juste le vide, le genre qui attend calmement avant que le destin ne commence à réécrire l'histoire. Loin derrière elle, le rire de Daniel et Anna résonna faiblement d'une voiture passante, ignorant que ce moment, cette destruction publique de sa dignité, était la graine de leur propre ruine. Et quand Elena leva enfin les yeux vers le ciel nocturne, ses lèvres bougèrent, bien que personne ne puisse entendre les mots. Même les cendres se souviennent de ce qu'elles étaient avant le feu. La pluie tombait sans pitié ce matin-là. Elle tapotait contre les fenêtres du petit appartement loué d'Elena comme des doigts, lui rappelant qu'elle était encore en vie. La pièce était à peine meublée. Une seule chaise, une petite table, un matelas sur le sol. Le monde qu'elle avait autrefois construit avait disparu, la laissant à la dérive dans le silence. Le journal gisait plié sur la table, humide au bord, son nom imprimé sous un titre cruel. Daniels, officiellement divorcé, épouse l'ancienne employée, Anna Fay. La photo les montrait souriant sous une cascade de pétales blancs. Il portait le même costume qu'il avait porté à leur dîner d'anniversaire 3 ans plus tôt. Elena détourna le regard avant que ses larmes ne tombent. Elle n'avait plus la force de pleurer. L'horloge tic-taquait sans fin en fond, un rythme creux pour ses jours vides. Elle mangeait à peine, dormait à peine. Les nuits étaient les plus dures, quand les souvenirs se transformaient en fantômes et que le silence devenait assez fort pour l'écraser. Mais ce matin-là, un coup frappa à travers la tranquillité. Elle l'ignora d'abord,
supposant que c'était un autre recouvreur de dettes ou un voisin curieux. Le coup vint à nouveau, plus ferme. À contre-cœur, elle se leva et ouvrit la porte. Un homme se tenait là dans un manteau sombre, tenant une enveloppe brune scellée à la cire. « Madame Helena Daniels ?» demanda-t-il poliment. Sa voix était faible. « Qui demande ?» Michael Gras, répondit-il, lui tendant une carte de visite. « Je suis avocat. Je représente la succession du regretté monsieur Frederick Knight. » Helena cligna des yeux. « Mon oncle ?» Il hocha la tête. « Oui, il a laissé une lettre et des instructions spécifiques pour vous. »« Puis-je entrer ?» Helena hésita, puis s'écarta. L'homme entra, jeta un regard autour de la pièce spartiate, puis posa l'enveloppe soigneusement sur la table. « Votre oncle a demandé que cela soit livré exactement 6 mois après son décès. Il y a des termes à l'intérieur que vous devez lire en privé. Il croyait que vous en auriez besoin quand le monde semblerait le plus lourd. » La formulation la frappa bizarrement, mais avant qu'elle ne puisse demander plus, il lui tendit un papier à signer et partit avec un hochement de tête poli. La porte se ferma avec un clic. Pendant un long moment, elle fixa juste l'enveloppe, effrayée de l'ouvrir. Frederick Knight, le frère aîné de sa mère, avait été un homme calme, distant. Elle ne l'avait pas vu depuis plus d'1 décennie. Il était brillant, mais excentrique, un architecte à la retraite qui vivait en isolation après la mort de sa femme. Ils avaient échangé des lettres des années auparavant, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il pensait encore à elle. Enfin, avec des mains tremblantes, elle brisa le seau de cire. À l'intérieur se trouvait une seule page de lettres écrites de son écriture audacieuse et reconnaissable. « Ma très chère Helena, si tu lis ceci, alors les tempêtes sont venues pour toi comme elles viennent pour nous tous. Tu as toujours été celle qui croyait que l'amour pouvait construire des empires. Mais tu dois apprendre maintenant que la douleur peut les construire plus forts. Je t'ai laissé un trust. 100 millions de dollars en actifs et investissements accumulés discrètement sur des décennies. C'est à toi avec une condition. Tu dois reconstruire, pas te venger. Tu dois transformer ce qui t'a brisé en quelque chose qui guérit les autres. Seulement alors cet héritage restera-t-il le tien. La vengeance brûle vite, mon enfant. La création perdure. Tu m'as dit un jour que tu rêvais d'autonomiser les femmes à travers la mode pour aider celles qui n'ont jamais eu leur chance. Fais cela. Et quand tu le feras, tu honoreras non seulement mon nom, mais le tien. Tout ce dont tu as besoin commence avec le contact listé ci-dessous. Fais-lui confiance comme tu te faisais autrefois confiance. Avec amour et foi, Frederick Knight. Le papier trembla dans ses mains. Pendant un moment, elle pensa que ce devait être une erreur cruelle. Son oncle, l'homme qui parlait rarement, qui vivait comme une ombre, lui avait laissé une fortune. Son cœur battit. Le chiffre de 100 millions de dollars semblait impossible, irréel. Elle s'enfonça dans la chaise. La lettre tremblant contre sa poitrine. Pour la première fois en mois, elle murmura une prière, non de désespoir, mais de gratitude. La 2e page contenait un nom et un numéro. James Knight, le filleul de son oncle et exécuteur de la succession. Elle appela immédiatement, sa voix tremblante. Il répondit à la première sonnerie. « Helena, j'attendais ton appel. »« Tu savais ?» demanda-t-elle incrédule. « Ton oncle a planifié cela pendant des années, » dit James doucement. « Il croyait en toi. Il disait souvent, Helena voit la beauté même dans les choses brisées. Il voulait s'assurer que le monde voit cela aussi. » Sa gorge se serra. « Je ne sais pas si je peux. Je ne suis plus cette personne. »« Tu le seras, » dit-il simplement. « Il ne t'a pas choisi parce que tu es parfaite. Il t'a choisi parce que tu as été testée. » Ils parlèrent pendant des heures. James expliqua le trust, les conditions, les investissements sous la fondation de son oncle. Tout était légitime. C'était réel. Toute sa vie pouvait changer si elle choisissait de se relever. Ce soir-là, elle s'assit près de la fenêtre, relisant la lettre à la lueur d'une bougie. La pluie scintillait contre la vitre comme de l'argent liquide. Pour la première fois, ses larmes n'étaient pas nées de la douleur. Elles étaient autre chose, quelque chose comme un éveil. Son esprit dérivait vers le visage de Daniel au tribunal, vers les yeux froids d'Anna, vers le rire qui avait hanté ses nuits. Une petite voix intérieure murmurait de vengeance, douce et brûlante. Mais les mots de son oncle pressaient doucement contre son cœur.
Reconstruire, pas se venger. Elle réalisa que la plus grande punition pour ceux qui l'avaient brisée ne serait pas la destruction. Ce serait son élévation au-delà de leur portée. Le lendemain matin, elle se leva tôt. Elle attacha ses cheveux en arrière, enfila la robe la plus propre qu'elle possédait, et se tint devant le miroir. Son reflet était plus mince, plus âgé, marqué par la souffrance, mais ses yeux semblaient vivants à nouveau. Elle appela James et dit les mots qui commenceraient sa seconde vie. « Dis-moi par où commencer. » Le soir, elle avait un nouveau compte bancaire, un certificat d'héritage signé, et un plan, petit, fragile, mais réel. Elle construirait à nouveau, discrètement, soigneusement. Pas pour la vengeance, pas pour Daniel, pour la fille qu'elle avait été, celle qui croyait en la création. Alors qu'elle soufflait la bougie, les lumières de la ville scintillaient faiblement à travers sa fenêtre. Elle ne le savait pas encore, mais dans cette petite pièce oubliée, les fondations d'un empire de milliards de dollars venaient de renaître. Et loin dans la maison de Daniel, Anna fixait son reflet dans le miroir, remarquant pour la première fois la façon dont le regard de Daniel avait commencé à s'estomper quand il la regardait, de la même manière qu'il s'était estompé d'Elena. Le vent dehors portait le murmure le plus faible, comme si le destin lui-même tournait sa page. Le reflet de Daniel dans le miroir ressemblait à un étranger, pâle, fatigué et effrayé sous le poids des dettes impayées et du charme fané. Cela faisait 6 mois depuis son mariage somptueux avec Anna, et la vie dorée qu'il imaginait rouillait maintenant rapidement. La nouvelle boutique qu'ils avaient ouverte en son nom s'était effondrée sous des designs volés, des fournisseurs impayés et des murmures de fraude. Les investisseurs s'étaient retirés, et la presse, autrefois obsédée par leur succès romantique, les chassait maintenant comme des loups. Anna se tenait derrière lui, enveloppée de soie, tenant son téléphone avec des yeux plissés. « Ils ont gelé les comptes à nouveau », dit-elle platement. « Tu disais que le transfert de l'ancienne boutique couvrirait tout. » Daniel se tourna. « Je m'en occupe. La fusion a été retardée. Une fois que tu quoi ?» Elle le coupa, son ton tranchant comme du verre. « Tu dis ça depuis des mois, Daniel. La maison, les voitures, l'image. Tout est emprunté. Je n'ai pas épousé un rêveur. J'ai épousé un homme qui promettait le monde. » Ces mots tranchèrent profondément. Il la regarda, non pas la femme douce qu'elle était autrefois quand elle travaillait sous Elena, mais quelqu'un d'autre entièrement. Sa beauté était dure maintenant, froide. « Tu m'as épousée pour la même raison que je t'ai épousée, » dit-il amèrement. « Tu voulais sortir de la pauvreté. » Anna sourit narquoisement. « Au moins, je n'ai jamais prétendu que c'était de l'amour. » Il faillit rire. Mais le son se coinça dans sa gorge. Pour la première fois, il se vit à travers ses yeux. Un homme qui avait échangé la loyauté contre l'ambition pour finir avec rien d'autre que des regrets. Ce soir-là, quand les lumières s'éteignirent parce que les factures étaient impayées, Anna ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Répare ça, Daniel, dit-elle, ou je pars. » Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle avait déjà commencé à rencontrer un de ses anciens investisseurs dans son dos, un homme nommé Travis Horn, qui lui promettait le même rêve que Daniel autrefois. Daniel ne le savait pas encore. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait besoin d'aide. Et l'ironie de cette pensée le brisa presque. De l'aide de la femme qui l'avait détruite. Le lendemain matin, il conduisit jusqu'à l'adresse où il avait entendu qu'Elena travaillait, une petite boutique de vêtements à l'extrémité plus calme de la ville. Le magasin n'avait pas d'enseigne, pas de luxe, juste des mannequins simples vêtus d'une élégance qui murmurait plutôt que criait. Il hésita à la porte, incertain s'il pouvait lui faire face, mais le désespoir le poussa à entrer. Elena était derrière le comptoir, pliant du tissu. La lumière à travers la fenêtre touchait ses cheveux et pendant un moment, Daniel se figea. Elle avait l'air différente, pas plus riche, pas plus pauvre, mais paisible, comme quelqu'un qui avait traversé le feu et en avait fait un foyer dans ses cendres. « Elena » dit-il doucement. Elle se tourna, son expression indéchiffrable. « Daniel. » Le silence s'étira entre eux, épais de fantômes. « Il déglutit difficilement. « Je suis venu m'excuser pour tout. » Ses mains ne tremblèrent pas, ne tressaillirent pas. Elle posa le tissu de côté soigneusement. « Les excuses ne réparent pas ce qui a été brisé, Daniel. Elles reconnaissent juste que tu l'as brisé. » Il la regarda, les yeux emplis d'épuisement. « Tu ne comprends pas. J'ai tout perdu.
La banque a saisi mes comptes. Les investisseurs se sont retirés. Anna. Elle n'est pas la personne que je pensais. Je pensais peut-être que tu pourrais me prêter quelque chose, juste pour un moment, jusqu'à ce que je reconstruise. Une longue pause. Puis elle sourit, pas cruellement, mais avec la tristesse calme de quelqu'un qui avait dépassé sa douleur. Tu m'as dit un jour, dit-elle, que l'amour ne nourrit pas l'ambition. Tu avais raison. Mais l'ambition ne nourrit pas l'âme non plus. Il s'approcha, désespéré. Elena, s'il te plaît. Je sais que je t'ai blessée, mais nous étions bien autrefois. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Avant que tout ne s'effondre. Elle l'étudia un long moment. Oui, dit-elle doucement. Je me souviens de l'homme qui croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. Mais je me souviens aussi de l'homme qui m'a regardé brûler. Il détourna le regard, honteux. Tu as dit que tu as tout perdu, continua-t-elle. Mais peut-être que c'est ce dont tu avais besoin pour découvrir ce qui compte vraiment. Il serra le poing. C'est facile à dire pour toi. Tu n'as rien à perdre. Elle faillit rire de l'ironie, mais se retint. Il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir. La lettre, la fortune, la renaissance discrète qui avait déjà commencé. C'était son secret, son bouclier. Elena, murmura-t-il, la voix brisée. Aide-moi. Je rectifierai les choses cette fois. Ses yeux s'adoucirent brièvement, puis devinrent résolus. Tu ne peux pas reconstruire ce qui n'a jamais été réel, Daniel. Elle passa devant lui jusqu'à la porte, l'ouvrit, et fit un geste vers la rue. Rentre chez toi avant de perdre le dernier morceau de toi que tu reconnais encore. Pendant un moment, il ne bougea pas. Puis il partit, les épaules lourdes, l'orgueil brisé. Quand la porte se ferma derrière lui, Elena resta immobile. Sa main pressée contre son cœur. Elle n'était pas froide. Elle était humaine. Et une partie d'elle pleurait encore l'homme qu'elle avait aimé. Mais elle avait enfin appris que la pitié et l'amour ne sont pas la même chose. Plus tard ce soir-là, Anna rentra tard, sentant un parfum cher qui n'était pas le sien. Daniel ne demanda rien. Il savait déjà. Il se versa un verre, le whisky brûlant comme la vérité. Dans une autre partie de la ville, Elena s'assit dans son petit bureau, parlant à James au téléphone. Il est venu, dit-elle calmement. James soupira. Et je lui ai dit non. Bien, dit-il. Tu es plus forte que le passé qui t'a blessée. Elle regarda par la fenêtre où les lumières de la ville scintillaient comme des rêves épars. Je ne sais pas si je suis forte, murmura-t-elle. Je sais juste que je ne peux pas revenir en arrière. La voix de James était douce. Tu avances déjà. C'est assez de force. Alors qu'elle raccrochait, elle remarqua la vieille photo sur son bureau. Elle et Daniel à l'ouverture de leur première boutique. Il souriait alors, plein d'espoir. Elle la prit, la fixa un moment, puis la posa face contre le bureau. Dehors, le tonnerre roula faiblement à l'horizon. Une tempête arrivait à nouveau, mais cette fois elle n'avait pas peur. Parce que les tempêtes ne la détruisaient plus. Elle révélait qui elle était vraiment. Et quelque part dans l'obscurité, Anna murmurait à l'oreille d'un autre homme, scellant la trahison qui défrait enfin la dernière illusion de contrôle de Daniel. La même tempête qui avait autrefois brisé Elena était sur le point de le briser lui. Le petit espace sur Willow Street sentait le tissu, la poussière et les débuts. Elena se tenait à la porte, regardant la lumière du soleil se déverser à travers les larges fenêtres sur des rouleaux de tissu empilés comme des rêves attendant d'être façonnés. Le bâtiment était vieux, les murs fissurés, le sol inégal, mais elle l'avait choisi délibérément. Il lui ressemblait, usé, marqué, mais encore debout. 2 mois s'étaient écoulés depuis la visite de Daniel. Il n'était pas revenu. Les nouvelles de son mariage en faillite et de sa banqueroute ondulaient discrètement à travers la ville, mais Elena ne s'y attardait pas. Pour la première fois en années, sa vie n'était pas à survivre aux tempêtes de quelqu'un d'autre. C'était à construire son propre ciel. Son cousin James entra portant une boîte d'étiquettes marquée Itelier. Il sourit. Les nouvelles créations font déjà le buzz en ligne. Les gens demandent qui est derrière la collection Hope. Elena sourit faiblement. Leslie se demandait. Elle n'était pas prête à révéler que la femme autrefois moquée dans les tabloïds pour son échec était revenue sous son propre nom. Son succès parlerait avant son visage. C'était sa promesse silencieuse.
James la regarda un moment. Tu fais exactement ce que ton oncle voulait. J'essaie, dit-elle doucement. Tu fais plus que ça. Il posa la boîte et regarda autour. Cet endroit semble vivant à nouveau, comme toi. La cloche au-dessus de la porte sonna et 2 femmes entrèrent, toutes deux minces, anxieuses, portant des CV qui semblaient froissés de trop de rejet. L'une avait un poignet bandé, l'autre un bébé dormant dans ses bras. « Madame Helena » demanda la plus jeune nerveusement. James dit, « Vous embauchez des couturières. » Helena hocha la tête. « Entrez. » Elles hésitèrent d'abord, s'attendant à un autre employeur qui les utiliserait et les jetterait. Mais Helena les mena à une table et plaça du thé chaud dans leurs mains. « Nous commencerons petit, » dit-elle doucement. « Vous serez payé hebdomadairement, pas mensuellement. Et vous posséderez une part dans chaque robe que vous aidez à créer. Personne ici ne travaille sous quiconque. Nous construisons ensemble. » Les femmes la fixèrent incrédules, leurs yeux se remplissant. Cet après-midi-là, le son des machines à coudre revint dans l'espace. Le rythme était imparfait, inégal, mais réel, comme un battement de cœur apprenant à faire confiance à nouveau. Au fil des semaines, plus de femmes vinrent. Veuves, mères célibataires, celles licenciées injustement des usines. Elles travaillaient avec des rires et de la musique, l'air épais de l'odeur de nouveaux débuts. Les créations d'Helena portaient des émotions cousues dans chaque couture. Ces robes n'étaient pas pour le luxe, elles étaient pour la dignité. Chaque collection racontait une histoire d'endurance et bientôt les murmures se répandirent au-delà de la ville. Les commandes affluaient de tout le pays sous l'étiquette anonyme Hélier. Un matin, alors qu'Helena examinait une liste d'expéditions, Myriam, son employée la plus loyale et autrefois sa femme de ménage, s'approcha excitée. « Madame, il y a quelqu'un ici pour vous de Stilsfaire Magazine. » Helena se figea. Stilsfaire était l'une des plus grandes publications de mode de la région. La même qui avait autrefois moqué sa chute en une page de scandale. Une femme en tailleur beige ajusté entra tenant un bloc-notes. « Madame Helena Daniels », Helena corrigea doucement. « Juste Helena Knight maintenant. » La journaliste sourit. « Vos créations ont pris l'industrie d'assaut. Les gens disent que vous redéfinissez la mode d'autonomisation. Nous aimerions présenter votre histoire. » Le pouls d'Helena s'accéléra, mais elle garda un ton calme. « Vous êtes sûre d'avoir la bonne personne. Mon histoire n'est pas glamour. C'est exactement pourquoi nous la voulons, » dit la journaliste. « Le monde se noie dans les paillettes. Vous créez du sens. » Pendant une seconde brève, Helena hésita. La gloire l'avait autrefois détruite, mais peut-être que cette fois elle pourrait guérir les autres. « D'accord, » dit-elle enfin. « Racontons-la telle qu'elle est. Pas de fiction, pas de filtre. » Quand l'article fut publié 2 semaines plus tard, il se répandit comme une traînée de poudre. Le titre disait « De cendre à atelier, la femme qui a transformé la trahison en mouvement ». La photo la montrait entourée de ses travailleuses, souriantes, pas posées, pas polies, mais réelles. Les messages affluèrent, survivantes de relations abusives, femmes licenciées injustement, jeunes designers aux rêves brisés, toutes lui écrivaient en l'appelant leur inspiration. La femme qui autrefois ne pouvait pas se permettre un repas offrait maintenant à des centaines leur subsistance. La fortune de son oncle grandit, mais Helena ne la flauntait jamais. Elle vivait simplement, investissant chaque centime dans sa fondation pour le développement des femmes. Bientôt, Eukelier n'était plus juste une boutique, c'était une mission. Un soir, alors qu'elle se préparait à quitter l'atelier, elle trouva une petite foule dehors. Les mêmes voisins qui l'avaient autrefois moqué pour son échec applaudissaient maintenant, applaudissant, appelant son nom. « Helena, nous sommes fiers de toi. » Pour la première fois, elle ne s'esquiva pas. Elle fit un signe de la main, des larmes piquant ses yeux, mais parmi les visages, elle remarqua une figure au loin, un homme en costume froissé, observant silencieusement des ombres. Daniel. Il ne ressemblait en rien à l'homme qui l'avait autrefois humilié. Ses épaules étaient voûtées, son expression creuse, son alliance partie. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement. Il essaya de sourire, mais cela vacilla. Helena ne parla pas. Elle hocha simplement la tête, une reconnaissance silencieuse du fantôme qu'il était devenu. Puis elle se détourna, ses travailleuses appelant son nom, leur rire remplissant l'air. Et dans son bureau plus tard ce soir-là, elle se tint devant la lettre encadrée de son oncle. Elle toucha les mots à nouveau,
reconstruire, pas se venger. Elle réalisa maintenant qu'elle n'avait pas juste reconstruit une entreprise, elle s'était reconstruite elle-même et à travers cela, reconstruit les autres. Dehors, la skyline de la ville scintillait. Quelque part dessous, Daniel buvait seul dans un bar bon marché. Tandis que la trahison d'Anna s'approfondissait, son affaire avec Travis était devenue publique, et des murmures de fraude liaient le nom de Daniel au tribunal de faillite. Elena ne se réjouit pas. Elle murmura seulement une prière pour lui, une miséricorde silencieuse d'un cœur qui n'avait plus besoin de vengeance pour se sentir libre. Alors que l'aube approchait, elle écrivit la déclaration de mission pour sa nouvelle fondation. Enseigner à chaque femme que briser ne signifie pas vaincu, transformer la douleur en but. Transformer le silence en voix. L'encre scintilla faiblement sous la lumière du bureau alors qu'elle la signait. Elena Knight. Et juste comme ça, son nom, autrefois enterré dans l'humiliation, commença à s'élever. Une histoire, une femme, un point à la fois. La femme qui avait autrefois tout perdu était devenue celle qui aidait les autres à se trouver. Et le destin, observant silencieusement, se préparait à lui donner un dernier moment de grâce. Le moment où l'homme qui l'avait trahi tomberait à ses pieds, suppliant non pour la richesse, mais pour le pardon. La salle de bal scintillait d'or et de verre ce soir-là. Les caméras flashaient, la musique s'élevait, et les plus puissants du monde se rassemblaient sous la bannière radieuse. Gala mondial des femmes en ascension honorant Elena Knight, fondatrice de la fondation Hope Legacy. Elena se tenait au centre de la scène dans une robe ivoire, simple mais imposante. Les applaudissements tonnèrent alors que l'hôte annonçait son nom. Elle avait parcouru un long chemin depuis cette petite pièce louée où la pluie tapotait autrefois contre les fenêtres fissurées. La fondation parrainait maintenant plus de 5000 femmes à travers cette pays. Sa ligne de mode finançait l'éducation dans les refuges, et son nom était devenu synonyme de renaissance. Pourtant, alors qu'elle marchait vers le podium, son battement de cœur était étrangement calme. La gloire ne l'excitait plus. Elle l'humiliait. Ce soir, commença-t-elle, sa voix stable. N'est pas à propos de moi. C'est à propos de chaque femme à qui on a dit qu'elle était trop brisée pour reconstruire. Vous n'êtes pas ce qu'ils ont laissé. Vous êtes ce que vous devenez après. La foule explosa en applaudissements, caméras cliquant, lumière flashant. Mais au milieu de la brillance, son regard accrocha quelque chose d'inattendu près du fond de la salle. Une ombre debout près de la porte. Daniel. Il avait l'air mince, plus âgé, vêtu d'un costume fané qui symbolisait autrefois le succès. Son visage portait des années de regrets gravés dans chaque ligne. Il se tenait parmi la foule inaperçue, tenant une enveloppe pliée. Elena posa brièvement mais continua son discours, laissant ses mots couler autour de la douleur qui remuait dans sa poitrine. Après l'événement, quand la salle se vida et que le rire s'estompa, elle marcha sur la terrasse surplombant les lumières de la ville en dessous. Le vent effleura ses cheveux, frais et silencieux. Derrière elle, des pas lents approchèrent. « Elena » dit la voix de Daniel doucement, brisée et hésitante. Elle se tourna. Pendant un moment, le temps se replia sur lui-même. Leur premier appartement, le rire avant la trahison, les cendres de sa boutique, tout flashant en silence entre eux. « Tu es venu » dit-elle calmement. Il hocha la tête, les yeux creux. « J'ai presque pas. Je ne pensais pas que tu voudrais me voir. Je ne m'attendais pas à ça. » Il donna un petit sourire amer. « J'ai tout entendu. Les prix, le succès, la fondation. Tu es devenu tout ce dont nous rêvions. » Elle le regarda, son ton égal. « Je suis devenu tout ce que tu disais que je ne pouvais pas. » Son souffle se coinça. « Je mérite ça. » Il hésita, puis tendit l'enveloppe. « Ce n'est pas pour le pardon. C'est tout ce qui reste de l'entreprise. Ce qui n'est pas déjà parti. Je voulais te le donner. Tu l'as construite même quand elle a brûlé. » Elena ne la prit pas. « Je n'en ai pas besoin, Daniel. » Il déglutit difficilement. « Anna est partie. Elle est avec Travis maintenant. Ils ont fui avec tout. Compte, design, investisseurs. Je n'ai rien. » Elle regarda vers la ville. « Alors tu comprends enfin ce que ça signifie de commencer de rien. » Il hocha la tête, sa voix tremblante. « Mais toi, comment as-tu fait? Comment as-tu survécu à ce que je t'ai fait? » Elena se tourna pour lui faire face pleinement. « J'ai arrêté de survivre, dit-elle doucement.
J'ai commencé à reconstruire. Le silence plana entre eux, rempli seulement par le bourdonnement de la musique distante. Il s'approcha, des larmes dans les yeux. Elena, je ne demande pas ton amour. Je sais que c'est parti, mais peux-tu me pardonner? Pas pour moi. Pour toi. Je ne peux plus le porter. Ses yeux scintillèrent. Elle avait imaginé ce moment d'innombrables fois. Mais maintenant qu'il était là, la vengeance n'avait pas de saveur, seulement la paix. Elle s'approcha jusqu'à ce qu'il soit à une longueur de bras. Tu m'as brisé, Daniel. Tu as pris tout ce que j'étais et m'as laissé me noyer. Mais si je reste en colère, je reste tienne, et je ne suis plus tienne. Il cligna des yeux, des larmes coulant librement. Je te pardonne, dit-elle enfin. Mais ça ne signifie pas que nous recommençons. Le pardon n'est pas un pont. C'est une libération. Il baissa la tête, les épaules tremblantes. Merci, murmura-t-il. Les portes derrière eux s'ouvrirent et quelques journalistes aperçurent accidentellement Daniel. Les caméras cliquèrent. Des murmures curieux ondulèrent. Elena, qui est-il? Cria l'un. Elle se tourna vers eux, calme comme l'aube. Autrefois, dit-elle, sa voix portant à travers la terrasse. Il faisait partie de mon histoire, mais ce soir mon histoire appartient à chaque femme qui a refusé de rester brisée. La foule explosa en applaudissements. Daniel baissa le regard. La honte et la gratitude se mélangeant dans ses yeux. Il recula lentement, disparaissant dans l'obscurité. Elena se tenait seule sous la douce lueur de la ville, son cœur stable. Plus tard ce soir-là, elle revint à son bureau, celui rempli de rires et d'esquisses où de jeunes designers travaillaient inlassablement. Sur son bureau gisait une carte de Myriam. Tu as transformé la douleur en pouvoir. Merci de nous avoir appris que nous pouvions aussi. Elle sourit et s'assit, ouvrant son journal. La lettre de son oncle était encadrée au mur au-dessus d'elle. Ces mots comme une bénédiction. Reconstruire, pas se venger. La création perdure, elle écrivit dessous. Et le pardon libère la création. Dehors, les rues bourdonnaient de vie. Des panneaux d'affichage portaient l'emblème de sa fondation. Une main ouverte s'élevant de verre brisé. Pour beaucoup, elle était une légende, mais pour elle-même, elle était simplement une femme qui refusait d'être enterrée. Alors qu'elle regardait par la fenêtre, elle vit le reflet de son moi plus jeune. Celle qui pleurait près des cendres brûlées, serrant les ruines d'un rêve. Cette fille lui souriait maintenant, fière. Elena murmura, « Nous y sommes arrivés. » La lumière de la ville scintilla plus fort, comme s'inclinant devant sa renaissance. Et quelque part au loin, Daniel marchait seul sous la pluie. La même pluie qui était tombée la nuit où il l'avait quittée. Mais cette fois, elle ne la noyait pas. Elle le purifiait. Elena éteignit la lampe, son cœur calme. Elle avait autrefois tout perdu. Amour, dignité, rêve. Mais à travers la perte, elle avait trouvé quelque chose de plus fort que la vengeance. Un but. Et alors que le monde bougeait sous sa fenêtre, elle savait que son histoire, autrefois écrite dans la trahison, serait maintenant rappelée dans l'espoir. La femme qui n'était pas au courant de sa fortune avait découvert le vrai trésor tout du long. Le pouvoir de pardonner, de reconstruire, et de s'élever au-delà des ruines.